gotta find my way. The Lord need to stand up. Get better warning, which makes me know where is the line what's left to be. Mesdames et messieurs, bonjour et bon réveil en notre compagnie. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. En tout cas, nous allons terminer justement cette semaine ensemble jusqu'à vendredi de 6h30 à 8h dans votre matinale Quinquilibre. Le parfait cocktail entre actualité et bonne humeur. Comme tous les jours, vous allez retrouver la capsule gym avec notre coach Tandara, le bulletin d'information ainsi que le bulletin météo. La principale chronique qui nous accompagne ce matin, c'est celle de Mamadou Diagne, high-tech. Il nous rejoindra justement dans la première partie de ce magazine. Il sera accompagné de Alioune Badarakan qui interrogera nos invités du jour. Nous en aurons deux ce matin. Tout de suite, quel temps fait-il à Dakar et dans les régions du Sénégal? C'est l'heure de la météo. Bonjour chers amis téléspectateurs qui nous suivent sur l'émission Quinquilibre. L'actualité météorologique de ce mercredi reste marquée par cet avis de poussière, de la poussière dense sur la quasi-totalité du pays, avec la partie nord, la partie marron où la poussière a été très dense, la partie un peu claire dans la partie Tambacounda allant jusqu'au centre du bassin arachidier où la poussière est modérément dense, une quasi-absence de poussière dans les localités sud et est du territoire. Ce phénomène est là jusqu'à jeudi, donc prudence aux personnes qui sont sensibles à cet épisode de poussière. Après cela, regardons la photo satellite du jour. On montre un ciel parsemé de nuages, des nuages qui sont plus présents dans la partie nord, mais l'harmattan est là qui s'ouvre sur une partie du nord-nord-est du territoire. Côté prévision, donc pour cette journée du mercredi, on aura des températures assez caniculaires sur l'ensemble du pays, des températures qui vont dépasser les 40 degrés sur la quasi-totalité du pays, excepté Dakar où il est attendu 34 degrés. C'est des températures de 40 degrés au sud, 42 degrés à Sédhiou, 41 degrés à Kolda, au nord 40 degrés sur l'axe Podor jusqu'à Matam, un pic à Tambacounda de 42 degrés, un autre pic de 42 degrés à Kaffrine aussi. Il fera très chaud, mais la température la plus élevée sera observée à Fatick avec 43 degrés. Une situation assez inédite pour ce mois de février où on avait l'habitude d'avoir des températures assez douces, où à cette période on a des températures caniculaires. Ça confirme encore une fois la prévision pour le trimestre qui sera plus chaud que d'habitude. Chers amis téléspectateurs, ainsi présenter l'actualité météorologique du jour, mais n'oubliez pas d'aller sur nos plateformes YouTube, Twitter pour des informations beaucoup plus actualisées. Je vous laisse avec la réalisation tout en vous souhaitant une excellente journée. C'était le bulletin météo proposé par nos partenaires de la NACIM. Attention, l'harmattan est bien présent. Un alizé chaud et sec qui souffle sur une bonne partie du territoire sénégalais. Alors, sans plus tarder, je vous propose de faire un peu de sport avec notre coach Tandara. Il nous propose justement des exercices de la gym. La capsule, c'est tout de suite la gym avec notre coach Tandara et le coach Bou. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, notre troisième capsule de la semaine. Eh bien, une capsule qui sera axée par un travail évidemment qui a beaucoup plus de ressemblance que de dissemblances avec le cardio, puisque là, vous aurez le Swiss Ball. On aura avec cette plateforme que vous allez voir tout à l'heure, et bien la Gym Battle également qui sera bien là. Alors on va voir, en tout cas il y a divers ateliers que vous allez apprécier certainement, mesdames et messieurs. Alors tout ceci avec le coach Mansour, et vous le savez, mesdames et messieurs, c'est un travail évidemment sorte de manœuvre de force, mais qui va renforcer plusieurs parties des groupes musculaires. Alors vous allez apprécier, mais avant d'aller plus loin, coach Mansour, c'est à vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voilà aujourd'hui mercredi pour notre capsule du mercredi qui portera sur le circuit training. Comme l'a assez bien dit Kosour Tanakha, comme vous le savez, le circuit training, comme le HIIT, High Intensity Interval Training, c'est une méthode de travail qui va nous permettre de solliciter beaucoup de muscles. Bon, on peut dire presque full body parce qu'on peut le faire de manière full body comme si on a des objectifs particuliers. Mais c'est un travail qui va nous permettre de travailler avec des intensités de haut et une récupération légère. À chaque fois, on a deux façons
d'intensité. Il y a l'option qu'on va travailler avec des intensités un peu élevées et un temps de récupération un peu faible. Ça va nous permettre non seulement de passer d'un léger gain de force et d'endurance à une amélioration globale de notre corps. Le circuit training comme est adapté à tout le monde, pour ceux qui peuvent perdre du poids comme pour ceux qui vont en prendre du muscle. Par exemple, là, vous avez bien suivi. Ce n'est pas du tout facile car dans le circuit training, les temps de récupération sont tellement faibles. Ça ne peut pas être du tout facile. Mais j'espère que vous avez bien suivi et que vous avez bien aimé nos exercices. On te rendez-vous demain, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup coach Mansour, merci également avec ces excellents exercices, en tout cas magnifiquement bien faits et certainement nous allons nous retrouver demain, Inch'Allah, mais mesdames et messieurs, demain ce sera là-bas. Eh bien, au plateau, je salue tous les gens, tous ceux-là qui sont sur le plateau, alors les invités, mais également, eh bien, toute vie de Kenkeliba. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon après-midi. Alors, j'arrive, Inch'Allah, demain, on va communier. Nos salutations également, coach Tandara, demain, Inch'Allah, sur ce plateau, pour justement les exercices, vous allez nous décortiquer en détail sur ce plateau de Kenkeliba. Je dis alors, ils m'ont rejoint en plateau, nos invités du jour. Mamadou Diagne va nous rejoindre dans une poignée de minutes. Aline Badarakan, comment vas-tu? Bien réveillé ce matin? Oui, ça va, très bien réveillé. Tu m'as l'air en forme. On peut dire. Hein. D'accord. Voilà. Tu as bien dormi, ton premier jour de la semaine? Ça va, le temps est idéalement clément. Du côté de Tivaouane-Peulh, où on bénéficie d'un petit micro-climat, voilà, fort enviable. Et ce qui fait qu'à chaque fois que vous avez la chance d'y passer la nuit, au réveil, vous êtes un peu requinqué. Voilà, c'est cela. Donc je vous invite vraiment vivement à venir à Tivaouane-Peulh. Il y a encore quelques lopins qui restent. Hein. D'accord. Voilà, et ça ne coûte pas cher comparé au prix pratiqué dans Dakar. Hein. Si. Il y en a. C'est possible? Il y en a et beaucoup moins cher que les prix pratiqués dans Dakar. Mais très accessible. On est sur la VDN. Hein. D'accord. Bon, je ne connais pas au mètre carré, mais je sais que si vous avez un budget de 5-6 millions, vous pouvez avoir un 150 mètres carrés. Ah oui? Oui. Très bien, ce sera creusé, cela, Aline Badarakan. Alors, qui sont nos invités de ce matin? Alors, nous avons le plaisir de retrouver sur ce plateau, après quelques années d'absence, donc le grand maître sénégalais, cet artiste qui nous représente si bien en Europe, particulièrement en Suisse, Ousmane Dia, l'enfant de Tambacounda, qui est là, ici au Sénégal, qui revient au pays natal, pour nous présenter donc son exposition Black Requiem. Alors, comme son nom l'indique, bien sûr, le titre, je pense, ça nous met un peu sur la bonne piste. Alors, Black Requiem, il s'agit véritablement d'honorer, de célébrer le peuple noir. On reviendra donc sur la volonté qu'affiche Ousmane Dia dans son travail. C'est un artiste très engagé qui est toujours là pour porter haut donc, le flambeau de la Renaissance africaine. Pourquoi Black Requiem? Ce sera l'occasion avec lui de revenir un peu, de parler de la place, de la position qu'occupe aujourd'hui l'art africain contemporain, donc sur la scène mondiale, surtout en Europe, parce qu'il est question de reconnaître encore une fois l'immense travail, l'immense apport de ces artistes contemporains africains-là, dont il est en tout cas l'une des têtes de file. Et donc on parlera de cela, de cette exposition-là, voilà, des thématiques qui seront abordées, de la place un peu de l'art africain donc sur le marché mondial de l'art, mais également de ce qu'il fait pour le Sénégal, surtout pour sa chère région d'origine Tambacounda. On sait que souvent il est là au pays donc pour disons partager son savoir-faire avec ces jeunes-là, le travail du faire. Pourquoi il choisit, il a cette passion, ce rapport, cet amour donc avec ce métal-là. Alors tout cela donc on va l'aborder, Inch'Allah, durant la partie qui lui sera consacrée. Et à sa suite, donc, un jeune sérère très engagé, non pas pour le couscous ou bien pour le pain, mais il est là vraiment, lui également, porteur d'espérance, parce qu'il veut conscientiser ses pères jeunes à travers donc son mouvement Nouveau type de jeunesse. Nouveau type de jeunesse, ça veut tout dire. Donc, il s'agit d'amener les jeunes à être beaucoup plus engagés, à relever les défis du présent et du futur. Une jeunesse consciente, parce que sans une jeunesse consciente, l'Afrique aura peut-être du mal à avoir son mot à dire dans le concert disons, je ne dirais pas des nations, mais des continents. Donc voilà les questions également qui seront abordées avec notre deuxième invité, Papa Ousseynou Diouf, président fondateur donc, du mouvement Nouveau Type de Jeunesse. Donc voilà les questions qui seront au menu des échanges entre
avec nos deux invités, Ousmane Dia, le grand Ousmane Dia, le grand artiste, et puis également, bien sûr, Papa Ousseynou Diouf. Voilà. Alors, on commence par donner la parole au Serer ou à Alpulaar. Ah non, non, non. C'est Si on veut donner la parole, même, tu sais, d'abord, je voulais te ça ferait titiller. un peu désordre. Ça ferait un peu désordre. Alioune Badara Kane. Alors, respectons On va à dire la place de chacun dans la société sénégalaise. On va dire qu'on va respecter On le ne peut droit pas avoir- d'aînesse. On ne peut pas avoir le maître et donner la parole à son, hein, à son sujet. Vous êtes d'accord? N'est-ce pas? Je suis d'accord. Ah, vous êtes d'accord? Oh, Alioune Badara Kane. Chacun reconnaît sa place. Ne vous laissez pas intimider par Alioune Badara Kane. Il fait exprès parce que bon, un beau Kane. Je fais l'honneur à Michel Dia. Oui, bien évidemment. Alors, Ousmane, comment allez-vous? Très bien, Anta. Ça fait longtemps, depuis Ça fait 2018, longtemps, vous étiez sur ce 2018, plateau, oui, c'est oui. ça? Ouais. Alors, Mine de rien, hein, depuis Ça fait 2018. quoi? hein. Depuis Ouais, ça fait 2018. vite. Hein. Ouais. Ouais. Avec l'exposition 6 ans. maternité. 6 ans déjà, hein, Je pratiquement. m'en rappelle très bien une Ouais, exposition ouais. d'ailleurs que vous aviez offert à l'État sénégalais, Voilà, qui exactement. était exposée au C'est niveau du monument de la de la Renaissance. Renaissance. Alors, avant justement de passer à la rubrique invité, en parlant d'art contemporain, comment est-ce qu'il est apprécié à l'international, vous qui êtes artiste et qui vivez en Suisse depuis plus de 20 ans? L'art contemporain mondial ou africain? Africain plutôt. Ah, ok. Alors, bon, vous voyez, moi, quand on parle d'art contemporain africain, ça me gêne un peu. D'accord. Parce que j'aimerais bien qu'on parle plutôt de l'art contemporain d'artistes africains. Parce que pour moi, il n'y a pas de frontière à ce niveau-là. Et ce qu'il faut éviter surtout, c'est qu'on essaie vraiment de mettre les artistes africains dans un registre qui fait référence surtout à notre art ancestral, par exemple les masques. Souvent, quand on parle d'art africain, ça fait souvent référence à ça. Aujourd'hui, les artistes africains, on travaille, on a de la peine, par exemple, quand on voit le travail de quelqu'un comme Omar Ba, aujourd'hui qui est en train de rayonner sur le plan international, quelqu'un comme Soli Cissé, Amadou Camara Gueye, il y en a plein. Hein. On ne peut pas se dire à première vue que ça, c'est le travail d'un artiste africain. Ça peut être le travail d'un Japonais. Moi, mon travail, on peut dire aujourd'hui c'est le travail d'un Congolais, c'est le travail d'un Japonais, d'un Chinois. Donc voilà, il y a cette ouverture-là. Mais il faut dire en tout cas que les artistes africains sont en train de représenter dignement le continent en Occident. Et d'ailleurs, vous le faites si bien, vous nous représentez très bien. Merci. À l'international, à vos côtés, insérer, hein, Ousseynou Diouf. Alors, comment se portent aujourd'hui les jeunes? Vous avez lancé justement ce mouvement de jeunes, on va dire, citoyens. Comment est-ce qu'un jeune citoyen aujourd'hui devrait se comporter? Oui, et merci beaucoup. Voilà, et comme on a l'habitude de le dire, la jeunesse constitue un levier pour le développement. Et partout dans le monde, on est tous d'accord sur ce point. Et l'Afrique a beaucoup de jeunes, on peut dire que c'est le contraire. L'Afrique a beaucoup de jeunes, mais on a tendance à voir que l'Afrique n'est pas trop développée. Et la question devra se poser maintenant, pourquoi l'Afrique n'est pas développée alors que l'Afrique a beaucoup de jeunes et on dit que la jeunesse constitue un levier pour le développement. Et pour répondre à cette question, on propose un nouveau type de jeunesse. Donc un jeune leader, un jeune patriote, un jeune citoyen, un jeune qui est prêt pour le développement de son pays. Et par contre, qui n'attend pas qu'est-ce que le pays pourra faire pour moi. C'est ce type de jeune que NTJ veut répondre à cette question. C'est pourquoi on a proposé NTJ, nouveau type de jeunesse. Et on a constaté que il y a beaucoup de jeunes qui se délaissent sur les activités du développement, tout ce qui est public, tout ce qui appartient à tout le monde. Donc avec le mouvement, nous espérons qu'on pourra changer cette jeunesse étant vers le développement. Très bien. Et d'ailleurs, je pense que plus de la moitié de la population sénégalaise est jeune, hein, Oui. Alioune Badara Kane. Mais à l'image du continent, je pense que c'est la moyenne d'âge sur le continent africain, elle est vraiment juvénile. Les jeunes sont partout donc majoritaires et je pense que c'est un atout majeur, un atout maître pour l'Afrique. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que, peut-être ailleurs, il y a une certaine crainte, une certaine peur de ce réveil africain. Et ce réveil se fera. Il commence déjà parce que les lignes sont en train de bouger, parce qu'il y a de plus en plus une prise de conscience observée auprès des jeunes africains qui aspirent à plus de qualité de vie, qui aspirent véritablement à une citoyenneté reconnue et qui veulent voir leur continent, leur pays respectif émerger. Et je pense que ça déjà, c'est un bon signe. De Dakar au Cap, on le voit, on le sent à travers les réseaux sociaux, ça bouge beaucoup.
il en est un. Hein. Bon, je pense qu'il constitue un peu la génération intermédiaire. Il fait partie de ces jeunes-là qui sont partis, mine de rien, avec pratiquement rien dans le sac et qui, aujourd'hui, donc, représentent dignement le continent. Et cette dynamique-là, on la note vraiment, elle est là, elle est bien présente. Maintenant, c'est aux gouvernants peut-être de savoir tirer profit de cette force-là, parce que c'est une force extraordinaire quand on voit le vieillissement de la population en Europe, le vieillissement de la population en Amérique du Nord, même en Asie également, ils sont confrontés à ce problème maintenant. Vous prenez un grand pays asiatique comme le Japon, il y a un véritable péril sur leur démographie, parce que les Japonais se disent, est-ce qu'on pourrait toujours être là d'ici peut-être quelques millénaires, parce que tellement le taux de vieillissement est extrêmement élevé. Donc, comparé à tous ces ensembles-là, l'Afrique a aujourd'hui véritablement de quoi espérer, et avec une jeunesse consciente, bien encadrée, avec des politiques d'emploi cohérentes plutôt. Je pense que l'Afrique pourrait être le continent du présent même, parce que voilà, on note un taux de croissance de plus en plus élevé dans pas mal de pays africains, et sous peu, l'Afrique pourrait véritablement donc rivaliser avec tous les autres grands ensembles et être voilà, l'une des locomotives de ce monde-là. Parce que quand vous avez la jeunesse, je pense que vous avez tout pour décoller. Et ça, c'est indéniable, c'est reconnu comme tel par beaucoup de démographes. Ce n'est pas un péril, le boom démographique, ou au contraire. L'Europe s'est appuyée sur le boom démographique à un moment donné pour avoir voilà, une certaine hégémonie sur les autres continents. Ça, on l'oublie. Quand les Européens débarquaient en Afrique, comparé à notre démographie, la démographie, en tout cas la moyenne européenne, était supérieure à la moyenne africaine. Là où les grands États européens peut-être pouvaient débarquer en nombre sur nos côtes et tout cela, et même plus tard passer à la conquête coloniale, l'Afrique était faiblement peuplée. Maintenant, les choses sont inversées. Alors, je ne comprends pas pourquoi eux, ils ont maintenant cette peur-là de voir un tel boom démographique sur le continent africain. Les choses s'inversent, les choses bougent, et maintenant, c'est l'heure de l'Afrique, et je pense que cette heure-là a bien sonné. Effectivement, et nous en parlerons tout à l'heure dans la seconde partie de cette émission, dans la première. Bon, comme il y a le maître est là, on lui réserve la première partie, donc le Sérère pourra bien attendre la deuxième partie. Je vais peut-être prendre la défense des Sérères ce matin, Alioune Badara Kane. Il aura la portion congrue, hein, même si son thème est extrêmement intéressant. Je pense que Nina Pendafaye ne m'en voudra pas. Qu'elle se passe dans les coulisses là, je pense bien. Hein. Effectivement. Alors, justement, avant de passer à la rubrique invitée, nous allons débattre d'un sujet, notamment le beach soccer. Malheureusement, les champions d'Afrique de beach soccer, l'équipe du Sénégal a été éliminée par le Japon. 6-4 à l'une. Une grosse déception, il faut le dire. Une très grosse déception quand même, parce que ils nous avaient habitués à de bien meilleurs résultats, voilà, parce que quand même on est l'équipe pratiquement invincible du continent africain, avec plusieurs titres, pratiquement 7 titres, je crois, de champion d'Afrique. Lors du dernier mondial, le Sénégal a été demi-finaliste. Quatrième, on a été dans le carré d'as. Donc, le fait de voir donc notre équipe sortir à l'issue de ce premier tour, ne pas se qualifier même pas pour le quart de finale, c'est clair que c'est une grosse contre-performance. Et je pense que la direction technique nationale, avec l'ensemble des artisans du beach soccer, auront de quoi peut-être s'appesantir pour relancer la machine. Parce que les talents sont là. On a en tout cas, tous les atouts sont là pour qu'on puisse rebondir et reprendre véritablement notre marche-là vers le succès. Parce qu'on n'attendait pas moins quand même de cette équipe-là, on attendait d'elle au moins qu'elle soit encore demi-finaliste, voire même finaliste de ce mondial. Mais je crois que également dans la compétition de haut niveau, on ne peut pas tout le temps gagner. Mais le plus important, c'est de s'appuyer sur ces échecs pour mieux rebondir. Et de ne pas faire dans la langue de bois, de faire une analyse lucide, froide, un diagnostic sans complaisance, comme je l'ai dit également pour les lions du football classique, hein, de retour de la CAN du côté d'Abidjan. Il faut qu'on ait cette culture-là véritablement également de la reddition des comptes dans dans tous les domaines, dans le domaine sportif également. Quand on vous confie quelque chose, ça ne marche pas. Bon, prenez le temps également de faire le bon diagnostic, de revoir un peu les impairs, pourquoi ça n'a pas marché alors que vous aviez pratiquement tous les atouts véritablement pour passer, pour avoir de très bons résultats et qu'on puisse rebondir. Mais le fait de pratiquer la politique de l'autruche, hein, de laisser passer un peu l'échec et puis de vouloir relever la tête et pensant que le danger est loin, ça c'est pas la chose à faire. Et je pense que tant pour les footballeurs de l'équipe A, le football classique, que pour nos amis du beach soccer, donc il y aura un débriefing qui sera fait pour que le Sénégal puisse rebondir et que ces échecs-là puissent constituer véritablement un élément
un électrochoc, voilà, pour qu'on puisse voilà, être à nouveau conquérant. Très bien. Alim Badarakan, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que la pilule, elle est passée, la pilule de la Coupe d'Afrique des Nations? Elle ne passera jamais. Ah, ça se sent, parce que depuis mon retour, il faut que tu parles tous les jours de cette Elle ne Coupe passera d'Afrique jamais des parce Nations. qu'on avait vraiment un boulevard pour accrocher une deuxième étoile à notre maillot. C'est vrai. Donc c'est un immense gâchis, un très grand gâchis. Très bien. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, l'équipe nationale de beach soccer a quitté le mondial après 2 défaites et 1 victoire. Ousmane, vous avez un peu suivi ce match face au Japon? Malheureusement, je n'ai pas Non. eu le temps. J'imagine bien. Avec le vernissage qui se Avec prépare. le vernissage. Pas évident. Oui, c'est pas évident. Ouais. Alors, Ousseynou, Oui. vous avez Même que suivi? moi, non, je ne l'ai pas suivi. D'accord. Avec les jeunes aussi, c'était pas forcément évident de suivre justement ce match. Oui. Très bien. Alors, on va continuer, hein, avancer sur le conducteur avec la rubrique invitée juste après le jingle. On se retrouve juste après. Ce matin, nous recevons en plateau Ousmane Dia, artiste sculpteur. Il est venu nous parler de son projet Black Requiem. Alors, tu sais ce que ça veut dire, Black Requiem? Non, mais il est là pour... Non, Alim Badarga, je te pose à toi la question. Non, mais ce n'est pas à moi que vous devez poser cette question, que tu dois poser cette question. Hein? C'est un piètre anglophone. L'auteur de tout cela est là, en chair et en os sur ce plateau. Étant donné il que est l'organisateur, il est l'artiste. Je pense que c'est à lui de nous éclairer. Tu t'en sors toujours Alors, bien. donc, Ousmane, pourquoi Black Requiem? Très belle question. Ousmane, pourquoi? Bonne question, bonne question. Alors, déjà, il faut savoir cette exposition. Qu'est-ce qui a amené justement comment dire, cette envie de faire cette exposition-là? Parce que j'ai été vraiment choqué suite à la mort de George Floyd aux États-Unis. D'accord. Avec ce genou qu'on a appelé, avec Alundia et le commissaire de l'exposition, justement, le genou de la haine sur le cou de George Floyd. Et aussi, j'ai une chance, là, je voyage beaucoup à travers le monde et je vois toujours quand même cette discrimination raciale, surtout à l'égard des Noirs. Et je me suis dit, étant un porteur de voix, je ne peux pas laisser passer parce que moi, je suis un artiste qui travaille beaucoup en fonction de l'actualité. Donc, voilà, des fois, il y a des choses qui me choquent. Et je me dis que j'ai la possibilité de parler au nom d'un peuple, au nom d'un continent. Il faut le faire. Il faut vraiment, comme on dit, battre le fer quand il est chaud. Et vous le battez très bien le fer. Hein. Voilà, on reviendra sur ça d'ailleurs. Plus. Donc voilà, j'ai commencé à travailler donc, autour de ce projet Black Requiem depuis bientôt 3 ans. D'accord. Depuis bientôt 3 ans. C'est 3 ans de travail. 3 ans de travail avec une énorme production. Je crois que c'est la première fois dans ma carrière que je présente autant d'œuvres. Et j'aborde aussi toutes les facettes de ma création, c'est-à-dire qu'il y a des sculptures dont les Sénégalais connaissent, mais j'ai des peintures que les Sénégalais n'ont jamais vues, qui n'ont jamais été montrées ici. Voilà. J'ai des dessins, il y a des performances, il y aura de la vidéo. Donc c'est la totale. Cette fois-ci, vraiment, comment dire, c'est le retour au bercail. Très bien. Et il y a combien d'œuvres autour justement de cette exposition? Alors, il y en a une cinquantaine. Il y en a une cinquantaine. Bon, rien que, même plus, je dirais. En tout cas, ça dépend parce qu'il y a une installation, par exemple, que j'ai appelée en attente, voilà, qu'on voit passer sur les images. Rien que cette installation, c'est 43 sculptures. D'accord. Et puis, l'installation Black Requiem, c'est aussi une 40aine de sculptures. Donc, les tableaux, il y a de très grands formats, des tableaux qui font 3 mètres sur 2 mètres. Il y en a une dizaine. Et puis, des petits formats. Donc, c'est vraiment une énorme production. Donc, quand on calcule en tout cas les pièces individuellement, ouais, on n'est pas loin de 200 pièces. 200 pièces. Et ces pièces, elles ont été faites en Europe, ici au Sénégal, l'assemblage, voilà. Tout cela, le convoyage. Alors, tout ce qui est peinture, dessin, ont été réalisés à Genève, donc à mon atelier. Donc, j'ai dû tout transporter à Dakar en plusieurs phases. Et puis, par contre, les sculptures, je les ai réalisées une partie à Tambacounda et une partie à Dakar. Parce que mon principe, c'est que mon travail, depuis un moment, c'est un peu institutionnalisé. Et c'est-à-dire qu'il y a énormément de monde qui sont avec moi. Donc, les hommes de l'ombre, je dirais même les mains de l'ombre. Et j'aime beaucoup aussi vraiment faire travailler les jeunes Sénégalais
c'est une manière aussi, moi, d'apporter une espèce une expertise et aussi leur permettre aussi vraiment de montrer leur talent. Parce que les artisans sénégalais ont un talent exceptionnel. Et je pense que nous, les artistes, ouais, on a les moyens, en tout cas, de contribuer à faire rayonner ce talent. Et à Tambacounda, par exemple, pour cette expo, j'ai travaillé avec un atelier dont le maître est un handicapé physique, mais qui fait un travail extraordinaire. Donc, toutes les sculptures pratiquement de Black Requiem ont été réalisées à Tambacounda. Donc, à chaque fois que je vais en vacances, parce que c'est ma chère ville que j'adore, donc je suis à Tamba et je passe toutes les journées dans les ateliers à travailler avec eux et aussi faire contribuer quelques jeunes de Dakar qui sont à Pékin, avec qui j'ai travaillé aussi pour réaliser une partie des sculptures. Donc, sans compter, voilà, Aline Ndiaye, le commissaire d'exposition, Nina Pendafay, qui gère la communication. On a énormément de contributions. André-William Blandenier, qui est venu depuis Genève, donc pour monter l'expo, qui est un scénographe qui monte pratiquement toutes mes expositions à travers le monde, parce qu'il connaît très bien mon travail. Et puis, Véronique Bircher, qui m'a accompagné aussi, qui m'a assisté dans ce travail. À l'atelier, on passait plus de 10 heures à travailler ensemble. Parce que vous allez voir, c'est une énorme production, quoi. Ouais, c'est vrai, la preuve, hein, parce que l'exposition, pratiquement, c'est près de 2 mois. Un mois et demi, hein? Voilà, ouais. Un mois et demi, oui. 6 semaines, hein? Voilà. Et ça aussi, ça a été possible vraiment grâce au partenariat de la Galerie nationale. Donc, la directrice que je salue au passage, vraiment a voulu qu'on montre cette exposition-là voilà, dans une institution de la République. Et vraiment, elle nous a... Ouais, elle a tout facilité. Elle a tout facilité. Elle a été vraiment à côté de moi, à côté des organisateurs pour que l'exposition puisse se faire. Et vraiment, je remercie la Galerie nationale et puis voilà, à travers la Galerie nationale, l'État du Sénégal. Alors, dans votre travail, vous ne vous contentez pas seulement de dénoncer. C'est bien beau de dénoncer, mais également, il faut savoir, il faut essayer de connaître un peu les causes, un peu de ces replis identitaires dont sont victimes malheureusement les Noirs un peu partout, surtout chez vous en Occident. Oui. Alors, comment vous l'expliquez tout cela, ce repli identitaire qui est aujourd'hui un terreau fertile hein, pour l'extrême droite. Et on le voit, l'extrême droite qui monte un peu partout en Europe. Effectivement. Voilà. Effectivement. Partout, les verrous sortent actuellement. Effectivement. Parce que bon, il faut dire aussi, l'autre chose, c'est que les politiciens, évidemment, surtout l'extrême droite, c'est vraiment de la matière. Donc pour eux, c'est vraiment de la matière qui peut leur... voilà, aider à faire de la propagande. Parce que, par exemple, si on prend l'exemple de la Suisse, moi, je vis à Genève depuis bientôt 25 ans, mais 26 ans d'ailleurs. Et le problème, c'est que c'est la méconnaissance de l'autre. Et quand on ne connaît pas l'autre, donc du coup, on a des idées, on se fait des idées. C'est vrai. Et on prend la distance. Et ça peut aller jusqu'au racisme, et des fois même de façon involontaire. Mais je pense qu'aussi, quelque part, nous, voilà, les Africains qui vivons en tout cas en Occident, devons aussi faire un effort de nous intégrer, voilà, ne pas montrer qu'on est juste là pour voilà, faire de l'économie et puis rentrer chez nous, point à la ligne. Moi, aujourd'hui, je contribue vraiment au développement de ma ville, voilà, qui m'a accueilli de Genève. Je suis enseignant. J'ai formé, parce que j'ai commencé à enseigner les arts plastiques et visuels à Genève en 2001. Je suis le premier ressortissant de l'Afrique subsaharienne à enseigner les arts plastiques et visuels dans l'école publique genevoise. Donc, entre 2001 et maintenant, j'ai formé quand même des milliers d'élèves. Et voilà, donc il y a aussi cet effort à faire au niveau de l'intégration. Mais ce qui est un peu choquant, quand même, c'est qu'en Occident, quand on est noir, tous les jours, on a quelqu'un ou quelque chose qui nous montre qu'on n'est pas ici, qu'on n'est pas d'ici, qui nous le rappelle. Et donc, ça aussi, c'est un combat à faire. Et je pense que quand même, les choses sont en train d'évoluer positivement. Parce que nous qui avons, par exemple, épousé voilà, des Blancs, si on peut dire, voilà, avons des métis, donc voilà, qui appartiennent à ces deux continents. Et je pense qu'eux, ils feront le reste du boulot. Je pense également qu'il faut continuer à faire ce lobbying-là, bon, qui est extrêmement important pour une meilleure reconnaissance également du peuple noir, mais aussi de la souffrance hein, qu'elle a connue, et ce, malheureusement, du fait un peu de nos amis occidentaux. Souvent, beaucoup d'entre eux nous disent, bon, c'est tellement loin ça dans l'histoire.
la traite négrière, et pourtant, à l'échelle historique, elle est récente. Hein, parce qu'on parle de son abolition, c'était au milieu donc, du 19e siècle, hein, et un peu même plus tard après. Au même moment où il nous dit cela, si vous prenez par exemple la Shoah, on célèbre cet épisode douloureux du peuple juif. Justement. Hein? Et à l'échelle historique, il y a eu beaucoup plus de victimes africaines du fait de la traite négrière, de la barbarie coloniale. Et c'est comme qui dirait, on nous impose le silence. On demande de ne pas trop en parler. Alors, il n'y a pas tellement de mémorial, il n'y a pas tellement de célébrations dans les grandes capitales européennes où pourtant ils disent que voilà, c'est le vivre ensemble et tout cela. Est-ce que ce n'est pas à la diaspora africaine également, présente un peu dans ces grandes capitales, dans ces grands pays également, de faire ce lobbying-là intéressant, important, pour une meilleure reconnaissance et que les Européens sachent également voilà, ce que leurs ancêtres, par exemple, ont fait subir aux nôtres. Oui, exactement. Mais là, par exemple, il y a l'Université populaire africaine à Genève, donc dirigée par Kanyana Mutombo, qui est notre doyen à Genève, donc qui vit depuis bientôt 60 ans, et qui est en train d'abattre un travail extraordinaire, mais vraiment pour un plaidoyer pour la réhabilitation de la dignité noire. Et actuellement, ça fait depuis quelques années qu'il est en train de se battre pour qu'il y ait un monument, par exemple, comment dire, autour de l'esclavage et de la décolonisation. Et on est en train de se battre. Et aussi, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité par rapport à la ville de Neuchâtel, avec David de Pury, qui a fait fortune sur l'esclavage, sur le dos des esclaves. Et donc, les Africains de Neuchâtel se sont levés. Et puis, suite à cette histoire justement de Black Lives Matter, pour demander à ce que cette statue soit déboulonnée. Alors moi, je les ai rencontrés et puis je leur ai dit que déboulonner cette statue n'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait, c'est comme si aussi nous, on avait, par exemple, rasé la maison des esclaves à Gorée, au Sénégal. Il faudra qu'on laisse cette statue. Mais par contre, ce qu'il faut exiger, c'est qu'il y ait un monument bis à côté du monument de David de Pury qui trône au centre de la ville de Neuchâtel. Et qu'il y ait une plaque explicative également. Explicative, exactement. Voilà, parce que c'est important également. Exactement. Qu'on sache ce qu'il a commis comme acte répréhensible. Exactement. Et finalement, on a été entendu à moitié parce que ce qui s'est passé, ils ont lancé un concours international justement pour demander aux artistes de faire des propositions de projets qui pourraient aller justement sur cette place qui s'appelle Place de Pury à Neuchâtel. Mais ce qui est désolant, c'est que, la ville de Neuchâtel a mis un budget, mais dérisoire, pour ce concours. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie, un concours international où ils mettent 20 000 francs suisses. En fait, cette statue a coûté pratiquement 300 à 400 000 francs suisses, donc on met 20 000 francs suisses pour ériger une statue capable de dialoguer avec celle de Pury. C'est juste inacceptable. Exactement. Et bon, après, aussi, quelque part, je pense que pour avoir la conscience tranquille, ils ont fait venir Pape Ndiaye, on peut le nommer, qui était l'ancien ministre de l'Éducation nationale française, qui a qui a un peu joué le rôle du nègre de service. Et qui a été à la tête du jury. Et puis, moi, quand j'ai vu que c'était Pape Ndiaye, je dis qu'il n'allait jamais accepter ça. Mais finalement, c'est passé comme une lettre à la poste et c'est dommage. Donc, du coup, moi, j'avais fait une proposition d'œuvre justement par rapport à cette statue de David de Pury. Et l'idée, c'était de créer une œuvre qui dialogue avec l'œuvre de David de Pury, mais à la même hauteur que la statue de David de Pury. Et c'est une œuvre qui coûte 200 000 francs suisses, quoi. Et finalement, donc, ça ne s'est pas fait, mais j'ai réalisé cette œuvre que je vais montrer justement à Dakar. Parce que pour moi, il faut vraiment marquer le coup. Et on a besoin de ça. Il y a un devoir de mémoire à faire. Et il faut qu'aussi les Suisses puissent comprendre, même si la Suisse n'a pas un passé... coloniale, mais il y a énormément de figures suisses. Mais elle a également bénéficié, bien sûr, des retombées de cette activité coloniale et de la traite négrière. Parce que les plus grandes banques, c'est depuis plusieurs siècles, ont été logées à Genève, dans ces grandes villes suisses. On ne fait pas le procès de vos amis suisses. Ah non, mais bon, il s'agit vraiment de rétablir... aussi, mais donc, rétablir la vérité historique. Rétablir la vérité historique. Et c'est exactement ça. Et donc, l'œuvre a été réalisée.
déjà installé à la Galerie nationale. Et on est en train de voir justement par la suite s'il y aurait une possibilité, par exemple, de l'installer de manière pérenne à Gorée. Parce qu'il faut quand même que, voilà, bon, on ne va pas faire le procès de David de Pury à Dakar, mais quand même, bon, voilà, il est bien aussi que les Sénégalais sachent que voilà, que tout n'est pas rose aussi, quoi. Mais bien sûr, il y en a beaucoup de David Pury en Europe. Hein. Vous allez dans ces grandes villes-là qui ont porté vraiment la traite négrière, à Bordeaux, à Nantes. Hein. Exactement. De grands négriers qui ont leur statut, hein, qui sont célébrés, de grandes avenues qui portent leur nom. Exactement. Et même également, ici en Afrique, ça fait un peu désordre quand on voit, par exemple, pour certains colonisateurs, on leur donne nos plus grandes places publiques. Hein. Exactement. C'est incroyable cela également. Mais je crois que maintenant, cette prise de conscience, elle est effective. Et il y a même une dynamique de débaptisation un peu de ces avenues et grandes rues-là. Maintenant, on commence à les africaniser. Et ça, c'est également important quand même pour notre jeunesse et pour les générations futures. Oui, parce qu'on a une jeunesse décomplexée maintenant. Et ça, c'est bien. Par exemple, comment vous avez apprécié le débat sur la place Faidherbe à Saint-Louis? Alors, je vois que cette question vous intéresse beaucoup. Oui, effectivement. Alors, moi, ma position, elle est claire, c'est que je suis contre le déboulonnement des statuts. Ah oui. Parce que tout simplement, pour plusieurs raisons. Moi, je suis contre. Il ne faut pas déboulonner les statuts parce que c'est une patate chaude qu'on enlève de leurs mains. On leur enlève facilement. Il ne faut pas les déboulonner. Il faut laisser ces statuts pour, comment dire, la génération future qui puisse savoir ce qui s'est passé, mais à côté de chaque statut... Il faut mettre celle d'un résistant, par exemple. Il faut mettre, exactement, à côté de chaque statut, il faudra mettre une autre statut qui arrive à dialoguer à la même hauteur avec cette statut-là. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus instructif et productif. C'est ça. Très bien. Alors, peut-être faire réagir Ousseynou. Oui, bon, moi, j'aime trop ce que M. Ousmane fait. Déjà, je suis passionné de l'art. Et j'habite à Tivaouane avec M. Koulibaly. Oui, à Sokabek, près de Lagos. Voilà, je savais pas. J'habite avec les Diola, voilà, à Sokabek, près de Lagos. Et des fois, voilà, je passe à Lagos pour juste visiter les œuvres d'art qui sont là. Et j'aime trop ça, vraiment. Et la prise de conscience, elle passe d'abord par l'art. C'est ça. C'est important. C'est ça. Et avec notre commission culturelle, on a tant d'artistes, voilà, des peintres, voilà, qui habitent là-bas à Lagos. Et d'autre part aussi, ils parlent du racisme. Voilà, et je crois qu'il n'y a personne qui cautionne ça. Étant tous des êtres humains et des fils d'Adam, je crois qu'on ne doit pas nous distinguer par notre couleur. Voilà, et si on voit une œuvre de M. Ousmane, je crois qu'on ne peut pas automatiquement savoir la personne qui a fait cette œuvre, c'est un blanc ou un noir. Donc pourquoi nous distinguer à travers la couleur de notre peau? Donc ça, je crois que personne ne doit le cautionner. D'où justement la magie, on va dire, de l'art aujourd'hui. Et puis ce qui est intéressant, que je voulais juste dire, s'il vous plaît, c'est qu'il faut voir aussi les voix qui s'élèvent pour dénoncer, par exemple, toutes ces pratiques, ne sont pas que des noirs. Il y a des blancs, il y a des jaunes, il y a des rouges, donc les asiatiques, etc. Il y a aussi, comment dire, une forte communauté qui rejoignent un peu cette communauté noire pour justement apporter leur contribution à ce plaidoyer-là. Exactement, et l'art permet justement de avoir plusieurs plaidoyers et au-delà de ça, de faire véhiculer des messages à travers même, on va dire, vos œuvres d'art. Aline n'arrive pas généralement à décortiquer les œuvres d'art, mais je pense que comme Diagne nous a rejoint au plateau, Diagne, peut-être un message à travers... cette exposition. Alors, tu viens de nous rejoindre, bienvenue en plateau. Bonjour Antasek, bonjour Abbé, bonjour nos chers invités et aux téléspectateurs. Le grand retour de Diagne après l'épisode de la Cannes. C'est son premier plateau depuis l'épisode de la Cannes. Non, il avait droit à quelques jours de vacances supplémentaires après un travail welcome back, mon Diagne. Alors, l'exposition de Ousmane Dia. Oui, effectivement, je pense que ça montre, ça expose, comme on le dit, tout le mérite de l'art, c'est-à-dire que l'art a pour mérite de pouvoir montrer et dénoncer ce que les gens peuvent dire tout haut sur les plateaux de télévision sans pour autant impacter. Je pense que hier seulement, je le dis ici aujourd'hui, hier seulement, on était avec le ministre de la Culture, Aliou Sow, qui a fait un grand plaidoyer pour que les gens puissent davantage s'intéresser à l'art et aux artistes sénégalais. En fait, je pense que ce que fait M. Ousmane Diaye dans le domaine est à féliciter et à saluer parce que ça va au-delà de nos frontières, en fait. Et qu'aujourd'hui, les jeunes, par l'art, peuvent comprendre, être conscientisés et s'engager, même sans pour autant être dans une certaine violence verbale ou dans une certaine révolte. Voilà, donc je pense que l'art peut permettre à tout un chacun de s'exprimer, en fait. Et je pense que ça, c'est la bienvenue. Et aussi,
redonner à cette jeunesse cette conscience, pas cette conscience noire aujourd'hui, comme on le dit, quoi. Parce que c'est une jeunesse qui se cherche des batailles facilement. Aujourd'hui, cette jeunesse sénégalaise, elle se cherche des batailles facilement. Elle est très engagée, hein, cette jeunesse, par rapport à cette question. Effectivement, mais aujourd'hui, je pense que par l'art, on peut leur dire que, en fait, l'histoire peut être réécrite d'une autre manière, en fait. Et aujourd'hui, qu'il y a pas mal de choses à faire, je pense qu'il est important que ce genre d'action puisse s'inscrire dans la dynamique, de permettre à tout un chacun, à moi-même, de comprendre pas mal de choses, en fait. Parce que j'ai bien aimé. Un tableau d'art chez toi ou ouais, quand même, des œuvres je ne suis pas riche comme ABK, mais j'essaie d'être collectionneur. Tu essayes à ta manière. Moi, je me ravitaille auprès de notre ami mort. Hein. C'est pas plus mal. Hein. Après, je pense qu'il y avait une politique autour de cela, dans les édifices, on va dire, étatiques, que vraiment... qu'on puisse avoir des œuvres d'art sénégalais, made in Sénégal. Et ça a été fait depuis. Et je pense dans chaque, on va dire, édifice, il y a au moins un tableau d'art ou du made in Sénégal. Ah, mais ça, je pense que c'est par rapport à la commande publique. Parce que la commande publique devrait accorder la part royale donc, aux produits sénégalais. Et ce, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'art ou bien dans les autres également segments. Je crois que ça... Bon, le président en avait fait le plaidoyer au tout début de son magistère. Je pense que dans les institutions publiques, bon, ça a été suivi d'effet. Je crois bien. Hein. Sincèrement, je n'ai pas pu me promener dans toutes les institutions de la République pour m'en rendre compte, mais je sais que, par exemple, pour certaines d'entre elles, comme au Palais de la République, on a eu droit à une visite guidée à l'Assemblée nationale. Voilà, on voit vraiment des tableaux majestueux, en tout cas des œuvres de nos artistes, et même sur l'international. Vous allez sur le parvis des Nations Unies, à l'UNESCO, mais il y a ces chefs-d'œuvre, en tout cas, réalisés par des artistes sénégalais, des manufactures sénégalaises, des arts décoratifs de Thiès. Hein, un cadeau à l'époque, donc une donation du président Senghor au nom du Sénégal. Et ça nous remplit de fierté. Donc ça remplit de fierté quand même tout Sénégalais qui a la chance d'être, de faire un peu les marches donc, de l'UNESCO. Comme quoi, les artistes sénégalais ont toujours su s'imposer et voilà, la tendance elle est maintenue, le flambeau est maintenu haut par donc la génération intermédiaire représentée ici par Ousmane. Mais pour cela également, il faudrait qu'il y ait davantage de vocation dans le domaine de l'art. Mais pour que cette vocation-là puisse être vraiment maintenue, il nous faut des écoles de formation de qualité et que la plus grande école de formation, l'École nationale des beaux-arts, d'où vous êtes sortis, également soit davantage dotée de moyens. Aujourd'hui, quand on voit peut-être la situation de l'École nationale des beaux-arts, on se dit qu'il y a moyen quand même de faire quelque chose pour que le travail, la formation de qualité soit maintenue. À ce niveau, vous qui êtes vraiment très engagé, est-ce que vous pensez à votre école, l'école formatrice d'où vous êtes sorti et qui vous permet aujourd'hui de vivre de votre art et d'être l'un des plus grands ambassadeurs du Sénégal à l'international? Oui, bon, je pense beaucoup à eux, mais il faut dire que... Alors, moi, je pars toujours de la base. Parce que ce que je me suis dit, c'est qu'il faut inculquer l'éducation artistique déjà, à l'école primaire. Et ce qui fait que, voilà, je fais beaucoup d'actions à Tambacounda dans ce domaine-là. Parce que moi, j'ai fait quand même l'école des beaux-arts dans des conditions extrêmement difficiles. Ouais. Donc, entre Tamba et Dakar, il faut... Ça n'est bien de donner commence par soi-même. Commence par soi-même. On ne va pas vous le reprocher. Et voilà. Et ce qui est drôle, par exemple, en 2002, il n'y avait pas un enseignant d'éducation artistique à Tambacounda. En 2002? Il n'y en avait pas. D'accord. Et donc, moi j'ai interpellé à l'époque le ministère de l'Éducation. Et puis, le problème, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il n'y a pas de salle destinée vraiment à la pratique artistique. À l'art plastique. Et à l'époque, donc avec mon association, le collectif des artistes plasticiens, on s'est engagé et on a construit une salle d'activité créatrice, mais une des plus modernes du Sénégal. À Tambacounda, au collège Moriba Diakité de Tambacounda. Et dès qu'on a commencé la construction, ils ont envoyé un enseignant d'éducation artistique. Et là, il y a 3 ans, une deuxième salle est offerte au collège Abattoir, une salle extrêmement moderne. Parce que aussi, c'est clair qu'il faut, il faut les habituer à des infrastructures de qualité, et puis aussi leur offrir des espaces d'expression. Et je pense que, je suis dans cette logique-là de soutien. Je ne vais pas dire à la télé tout ce que je fais, mais bon, moi, j'essaie je rêverais justement que la prochaine école d'art
qui sera construite au Sénégal soit construite à Tambacounda. Parce que ça permettrait vraiment de désengorger. Donc les jeunes de Kolda, les jeunes même du Fouta, les jeunes de Bakel peuvent venir à Tambacounda, effectivement, pour avoir une formation artistique. Exactement. Merci beaucoup, Ousmane, pour cette première partie si enrichissante. Hein. Merci. Et dans la deuxième, on parle là, bien sûr, du programme, donc le vernissage. Hein, c'est demain. Voilà, on y est déjà. Hein. On y est déjà. Voilà, sur l'exposition également, donc ce qu'on aurait peut-être occulté dans la première partie. Et puis, vous parlez de la fameuse biennale. Hein? Voilà, j'ai suivi, bon, je me suis un peu délecté de cette passe d'armes entre vous et les organisateurs. C'est bien également, hein, parce que ça fait vivre un peu la biennale. Et c'est bien de voir quand même un artiste engagé donner son avis. Je pense que c'est vraiment pour la bonne cause, pour que cette biennale-là soit l'une des meilleures. Voilà, ici, voilà, en Afrique et même pourquoi pas dans le monde. Donc tout cela dans la deuxième partie, Inch'Allah. Effectivement, d'autres questions vous seront réservées dans cette seconde partie. Alors on va continuer avec la rubrique high-tech avec Mamadou Diagne. Tu es prêt? Toujours. Toujours, hein, au taquet? Toujours au taquet. Tu m'en as pas l'air. Tout de suite après le jingle. Merci. Alors, on va enchaîner avec un sujet, intelligence artificielle. Le Sénégal entame sa révolution vers une émergence numérique en 2028, c'est ça? Effectivement, bon, cela a été dit depuis le Sénégal Connect de mai 2023. Oui. Je pense, voilà, la semaine numérique organisée par le ministère de l'économie numérique et de la communication. Le Sénégal a entamé, après, le président a ouvertement dit que le Sénégal, par rapport à l'intelligence artificielle, comptait faire une politique nationale, en fait. Et tendant vers cela, bien sûr, le Sénégal a sorti un document qui montre carrément comment est-ce que le pays compte mener sa politique pour une intelligence artificielle. Déjà, il y a 5 axes clés, c'est-à-dire que le premier axe, c'est IA, catalyseur du PSE, c'est-à-dire que locomotive pour permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi, des performances économiques, transformation digitale et souveraineté. IA et confiance, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, la chose la plus importante, c'est que les gens ont peur, en fait. Ont peur de tout ce que la technologie peut faire et que la technologie peut offrir comme opportunité, certes, mais les dangers qui vont vers cela. Maintenant, l'un des points les plus importants de cette stratégie sénégalaise, c'est l'IA doit être responsable, éthique et digne et respectueuse des prérogatives régaliennes. Quand on parle de respectueuse des prérogatives régaliennes, c'est-à-dire que l'État se met un peu bien sûr. En sécurité, pour ne pas que certains puissent user de l'IA pour commettre certains actes. Ils n'ont pas tort. Hein. Ah, mais c'est clair. Exactement. Ubuntu et l'IA au Sénégal exemplaire. L'IA doit créer une synergie sur-régionale, internationale qui doit permettre au Sénégal d'être exemplaire. IA for Good, l'IA doit améliorer les conditions de vie, des revenus, des solidarités et des préventions. Donc c'est une stratégie globale que le Sénégal a mise en œuvre pour que d'ici 2028, le Sénégal puisse se positionner comme un hub déjà numérique sur le plan sous-régional, mais offrir aux Sénégalais qui sont acteurs de la tech de pouvoir s'exprimer et d'être acteurs dans le domaine. C'est-à-dire que c'est une très bonne chose que le Sénégal se dote déjà de documents. En Afrique, il n'y a que le Maroc qui a carrément un institut consacré, un institut qu'on peut dire agréé par l'UNESCO, consacré à l'intelligence artificielle. Maintenant, le Sénégal a son document et je pense qu'aujourd'hui, par le biais, le Sénégal est aussi l'un des pays qui a vu l'un de ses professeurs, celui qui est à l'Université numérique du Sénégal, nommé par le secrétaire général de l'ONU dans le groupe consultatif dédié à l'intelligence artificielle. Je pense que le chef de l'État l'a dit, cette politique entre en droite ligne avec cette dynamique d'accompagner les jeunes dans ce domaine. Alors justement, en parlant de jeunesse, permets-moi de demander aux jeunes comment est-ce qu'ils perçoivent justement l'avènement de l'intelligence artificielle. Voilà, donc je crois qu'on a tendance à voir que ces temps-ci, il y a fait beaucoup d'innovations, surtout dans le domaine, ceux qui sont dans le domaine du numérique. Voilà. Et cette présence pose souvent l'objet d'un débat. Si certains pensent que c'est une menace sur certains emplois, et d'autres pensent aussi que c'est très intéressant, parce que ça facilite beaucoup de choses en fait. Voilà. Il y a beaucoup de tâches qu'on faisait et ça prenait du temps, mais avec la présence des l'IA, ça devient plus facile et plus original même souvent. Voilà. Et si les politiques décident d'encourager ces politiques, de valoriser, oui, surtout, donc, ça fera le faire. Donc je crois qu'il est temps qu'on investisse dans ce domaine, parce qu'actuellement tout est numérisé et partout dans le monde on parle de l'informatique, on parle de l'intelligence artificielle et on ne doit pas être en retard et on ne doit pas être derrière sur ça. Donc la jeunesse est là, on investit dans ce domaine.
des informaticiens, il y a des personnes qui sont passionnées dans ce domaine et on l'a déjà commencé. Donc je crois qu'on doit booster cela et encourager et encadrer la jeunesse. Ces jeunes autour de l'intelligence artificielle. Oui. Aujourd'hui, est-ce que l'intelligence artificielle peut accompagner l'art? Ben oui. Est-ce qu'elle n'est pas une menace aussi pour les artistes? Ça peut être aussi une grande menace. Pour les créateurs. Oui, c'est clair. Hein. Donc là, on voit, il y a des œuvres d'art. Déjà, on commence à en voir sur le marché, hein, créées par l'IA. Il y a déjà... Et c'est ce qui est assez hallucinant. J'avais vu une fois, bon, j'écoutais le journal sur une chaîne européenne. Et du coup, ben voilà. Donc, j'ai écouté le journal jusqu'à la fin. Et après, on nous a dit que ce n'était pas la voix du journaliste, mais c'était justement une intelligence artificielle qu'ils ont utilisée, etc. Et donc, on ne se rend même pas compte. Mais bon, après, je pense qu'il faut les canaliser. Mais bon, je pense que ce qui manque quand même à l'IA, c'est l'âme. C'est comme les robots. On peut créer un robot, le robot peut faire tout ce que l'humain fait, mais par contre, l'âme... Les émotions. Ça, c'est pour l'omnipotent, l'omniscient. C'est vrai, vous n'avez pas tort. Et d'ailleurs, je pense qu'on a un jour fait le test par rapport aux journalistes qui parlent certaines langues. On a eu un Alioune Badara Kane qui a parlé couramment anglais. Ça sonnait assez faux parce qu'on le connaissant, il n'est pas du tout bilingue. Alors, Mamadou Diagne, on va continuer justement avec... Juste avant ça, dire que le document, la version résumée du document de la stratégie nationale du Sénégal pour l'intelligence artificielle est disponible en ligne. C'est 20 pages. Hein. Pour ceux qui ont la paresse de lire, ça va quoi. Quand même feuilleter quelques pages, connaître comment le Sénégal compte se positionner dans le domaine. C'est disponible gratuitement en ligne. D'accord, gratuitement. Et qu'est-ce qu'on doit taper sur la barre de recherche? Stratégie nationale de l'intelligence artificielle pour le Sénégal. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, tu nous proposes justement un élément avec ces deux Sénégalaises qui sont parmi justement les 6 finalistes du prix Les Margaret. Les Margaret, quand on parle de Margaret, ça ne parle pas de Margaret Thatcher, mais plutôt Margaret Hamilton. Margaret Hamilton, qui est la première femme à travailler dans tout ce qui est système informatique. C'est elle qui a été à la NASA, qui a travaillé pour le système informatique, qui a permis à la sonde Apollo d'aller sur la Lune, en fait. Exactement. Donc, il y a eu un prix dédié pour toutes les femmes qui sont acteurs de la tech. Donc, cette année, il y a 6 finalistes. Parmi les finalistes, il y a 2 Sénégalaises qui sont acteurs de la tech. Il y a Aïssatou Ami Touré, directrice générale de Yassir. Quand on parle de Yassir, c'est tout ce qui est commande en ligne, commande en ligne véhicule, tout ce qui est transport entre autres. Il y a aussi Seynabou Kane, 17 ans quand même, qui est finaliste, catégorie junior, qui a proposé une solution dénommée Mbalit Connect. Donc c'est un projet qui permet aux jeunes de pouvoir, entre autres, pas aux jeunes, à tout le monde de pouvoir, on ne peut pas dire digitaliser les poubelles, mais de pouvoir trier ces poubelles de manière très numérique et très éco-responsable, en fait. Donc, c'est un prix international. Et quand 2 Sénégalaises sont en finale, pour montrer un peu la valeur de la femme dans le domaine de la tech, ça représente, ça montre que vous devriez quand même pas mal. Hein. Et on est très ingénieuses, nous, les femmes. Alors, une question par rapport à justement ce concours-là, c'est un concours international? C'est un concours international, effectivement. Il y a plusieurs nationalités, comme on peut le voir sur l'élément. Alors, l'élément n'est pas encore disponible. Alors, peut-être te faire intervenir Alioune Badara Kane. C'est quoi? Elle était noire, hein? Non, c'est une blanche. Blanche, Margaret. Hein? Okay. Margaret Hamilton. Il y a une histoire, il y a une confusion dans ma tête, en fait, d'une scientifique noire, en tout cas, qui a aidé à résoudre, en fait, un problème. Je pense, je ne sais pas si c'était à la NASA ou bien dans un autre domaine, peut-être. Dans l'histoire américaine. Mais cette histoire a bel et bien eu lieu. C'était une noire, mais malheureusement, c'est plus tard qu'on a su que c'est en vérité elle qui a pu trouver la solution. Mais à l'époque, on était dans une Amérique ségrégationniste et on ne pas vraiment... on ne l'a pas honoré donc, à la hauteur de sa découverte. Mais bon, je pense de toute façon... Il y a un film, voilà. Les femmes de l'ombre. Les femmes de l'ombre, voilà, c'est exactement cela. Alors peut-être revenir... Mais de toute façon, cela démontre encore une fois la capacité, en tout cas, de toute femme, hein, voilà, à damer le pion, à rivaliser avec les hommes, surtout dans le domaine des sciences, où la tendance maintenant, elle est là, elle est notée. Et à chaque fois qu'on reçoit, par exemple, un invité parlant un peu du domaine des sciences, un peu de sa vulgarisation, on voit que les chiffres montrent que les femmes sont aujourd'hui en avance sur les hommes, surtout les jeunes filles. Alors cela doit-il inspirer la peur à la gente masculine? Donc cela, au contraire, pour moi, cela démontre tout simplement que mise dans les mêmes conditions que les garçons,
les filles, bien les femmes ont la possibilité d'exceller. Oui. Et je crois que ça, c'est toute la société qui en bénéficie. Donc cela ne fait que le démontrer. Effectivement, et surtout saluer le profil. Un profil comme Seine Boukan, 17 ans, quand même un projet comme Balid Connect. Une canne. Une canne. 17 ans. Un projet comme Balid Connect. Et je précise que ce projet, grâce à l'intelligence artificielle, permet de trier des déchets ménagères à travers une reconnaissance visuelle. D'accord, c'est-à-dire comment est-ce que ça se passe? Ah, mais après, il faudra l'éviter pour voir. Mais quand même, selon la description du projet, en fait, c'est quelque chose d'assez innovant. 17 ans et être lauréat d'un prix international, ça ouvre des opportunités quand même. C'est vrai. Et tout à l'heure, Aline Badara Khan le disait si bien. Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus dans ces filières scientifiques. Je sais qu'il y a une politique tout autour pour vraiment initier ces jeunes filles dès le bas âge dans ces filières-là scientifiques. Oui, mais c'est une excellente idée. Bon, on voit par exemple aussi en Occident, en tout cas dans un pays comme la Suisse, bon, il faut savoir que la première matière première de la Suisse, c'est la matière grise. Hein. Donc, c'est un pays qui investit énormément, mais énormément sur l'éducation. Et pratiquement maintenant, moi, quand je vois, même dans le domaine artistique, hein, on a presque la parité, au fait, dans les salles de classe, ou des fois même plus de filles que de garçons. Et puis, la majeure partie du temps, évidemment, c'est les femmes qui dament le pion, quoi, aux hommes. Et c'est pour ça quand on dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une grande dame, moi je dis que c'est faux. Il faut dire que devant chaque grand homme, il y a une grande dame. Merci beaucoup pour la précision. Très belle précision. Alors Ousmane, alors peut-être vous faire intervenir très rapidement avant de passer au journal télévisé. Je rejoins M. Ousmane sur ce qu'il disait et je crois que ça se passe partout déjà. Et avec nous, on organise des cours de renforcement, mais dans les classes, souvent, tu ne trouves que des filles. Il n'y a que des filles. Et on dédie souvent des programmes pour les filles, comme par exemple Miss Science, ça ne concerne que les filles. Miss Math, ça ne concerne que les filles. Les programmes Women Hackers, ça ne concerne que les filles. Et c'est dans le domaine des technologies. Voilà. Et Women Tech, ça ne concerne que les filles. Donc, si on voit aujourd'hui des jeunes filles sénégalaises âgées de 17 ans, dans ces genres d'hackathons et prendre les premiers prix, je crois que voilà, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et c'est une fierté, notamment pour le Sénégal et les femmes. Alors, Diagne, on va retrouver justement ton élément. On va y revenir avant la fin de ce magazine. En attendant, je vous propose de passer au clip du jour. Alors, qu'est-ce que nous propose la réalisation? Alors, bon, Francis, tu nous proposes quoi ce matin? Ou pas maintenant? Francis, là, si c'est un choix de mort, c'est du tout bon. D'accord. Bon, je vous laisse découvrir. Il sera éventuellement le futur maire de Tivaouane-Peulh. Tu vas proposer ta candidature? Ah mais bon, je vais laisser les populations porter cette candidature. Je sais que tu fais beaucoup d'actions, en tout cas, pour te hisser, justement, à la mairie de Tivaouane-Peulh. Je vais faire comme De Gaulle, quoi, hein, à 58. Hein. Je laisse les Français venir faire moi. Voilà. Quelle humilité. Alors, tout de suite, le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. On se retrouve juste après. Je tiens d'abord de remercier Son Excellence le Président pour m'avoir reçu et on parlait sur la situation politique du pays. Nous avons salué tous les efforts en marche pour préserver la paix et la stabilité du pays. C'est vrai que la situation est complexe et délicate, mais il faut toujours faire des efforts pour préserver la paix et la stabilité du pays. Étaient arrêtés pour des raisons politiques, que ce sont même des détenus politiques, et maintenant encore pour des raisons politiques, on a décidé de les libérer. Cela est faux. Cela est complètement faux. Et je m'inscris en faux contre ces assertions. En réalité, toutes ces personnes qui ont été libérées avaient été détenues à l'occasion de manifestations de troubles à l'ordre public. Peut-être qu'elles avaient leur volonté politique qu'elles voulaient démontrer. Peut-être qu'elles avaient un camp politique auquel elles appartenaient. Mais les raisons qui les ont envoyées en prison n'ont jamais été des raisons politiques. Dans cette conférence de presse, il a été question de réaffirmer l'indépendance de la justice. Autrement dit, le code de procédure pénale a été respecté dans ces élargissements.
Nous n'avons jamais libéré de façon arbitraire, de façon massive, les personnes parce que la politique nous l'a exigé. Loin de là. Toutes ces personnes qui ont été libérées l'ont été à la suite de dossiers que les procureurs ont examinés cas par cas. Il n'y a pas eu de porte ouverte où de façon massive, on a dit aux gens, maintenant, ça n'est terminé, vous pouvez rentrer chez vous. Cela n'est pas vrai. Chaque dossier a été étudié. Les procureurs ont dit ils ont étudié le profil pénal de la personne. Ils ont pesé la gravité des actes qui ont conduit cette personne en prison. Et ils se sont dit, pour cette personne-là, oui, je pense que pour aller dans le sens de l'apaisement souhaité par le président, nous pensons qu'elle mérite d'être libérée. Ces élargissements judiciaires vont se poursuivre, dira le ministre de la Justice. Les dossiers seront étudiés cas par cas pour se conformer à la loi dans cette volonté d'apaisement exprimée par le chef de l'État. C'est sans nul doute l'une des rues les plus passantes et les plus connues de Ziguinchor, la rue Javelier. Bon, vous savez, en ville, ici c'est le cœur de la région de Ziguinchor. Ce nom a beaucoup transcendé des générations. Cœur de la ville, même si certains pensent que la rue a perdu de sa superbe. Le mur conseil départemental. Il y avait ici un marché qu'on appelait marché Touba. On y vendait des habits, des chaussures, etc. Aujourd'hui, toute la vie de cette rue repose sur les banques avec les fonctionnaires qui viennent percevoir à la fin du mois. Grand chose n'a pas changé ici. Il y a les mêmes bâtiments. Il y a juste la chaussée qui est goudronnée maintenant. Ce qui me plaît ici, c'est les relations que j'ai tissées. Mais d'où vient le nom de cette allée devenue célèbre? Capitaine Javelier. Javelier était un officier français qui s'est rendu célèbre ici par le fait qu'il a été celui qui a conduit les tirailleurs sénégalais au nombre d'une centaine au début de la Première Guerre mondiale sur le champ de bataille. Un nom passé à la postérité grâce à cette rue d'environ 1 kilomètre qui traverse le quartier Escale, un quartier tout aussi historique. C'est l'histoire véritablement d'une cité coloniale qui était un comptoir, ce qu'on appelle une escale. Et ce n'est pas un hasard que, disons, les bâtis ici portent le nom d'escale, l'équivalent de la city chez les Anglais. Si vous observez bien, c'est, disons, un plan d'urbanisation qui obéit un peu au schéma occidental avec des rues qui se coupent à angle droit, ce qu'on appelle le plan Damier. Du commerce aux banques en passant par l'artisanat ou la pêche, tous les secteurs sont présents à la rue Javelier. Sa vocation commerçante remonte de bien loin. Il faisait toujours bon, bien entendu, de longer la rue Javelier depuis le port jusqu'à la sortie au niveau du rond-point appelé aujourd'hui rond-point Jean-Paul II. C'était une rue très très attractive au début des indépendances. C'est là où il y avait non seulement le commerce tenu parti par les Libano-Syriens, tenu parti par les compagnies françaises qui vendaient effectivement les produits manufacturés. C'était la grande rue commerçante avant que les marchés ne se développent ailleurs. Au fil du temps, la rue Javelier est devenue le symbole d'un Ziguinchor moderne, cosmopolite et ouvert sur le monde. Fin de l'aventure pour les Lions de la plage. Les coéquipiers de Nuno Diatta se sont inclinés face aux Japonais sur le score de 6-4.
Les champions d'Afrique quittent le mondial après 2 défaites et 1 victoire. Et pourtant, le rêve était permis. Les hommes de Diallo ont ouvert le score et ont même eu une avance de 2 buts à 7 minutes de la fin. Les Samouraïs mettent la pression et arrivent à recoller au score. Après un 4-4, les Japonais poussent les Lions à commettre des fautes et à sortir de leur match. Ils auront gain de cause sur ce penalty, 5 buts à 4. Quelques instants plus tard, la balle de match était japonaise. Ozu's on his own, Ozu's on his own. Ozu puts it into the back of the net. Les Lions quittent ainsi la Coupe du Monde après avoir été 4e à la dernière édition. Une élimination précoce pour les septuples champions d'Afrique. De retour en plateau, c'était le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. On va passer à la seconde partie de la rubrique invitée. Vous êtes nombreux à nous suivre sur nos plateformes digitales. Bonjour à Saldia qui nous suit actuellement. Alors, après le jingle ou on enchaîne? Bon, on attend le jingle si vous voulez. Juste après le jingle, on va être un peu conservateur. Alors ce matin, nous recevons en plateau un jeune papa, Ousmane Diouf, un Sérère sur quoi hein voilà. Face à un Halpulaar. Honneur au Sérère. À 2 Halpulaar. Il y a un lébou pour arbitrer. Il y a un lébou pour arbitrer. Un lébou, il y a 2 lébous. Les lébous sont plus proches de la culture sérère que Halpulaar. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le peuple hybride. Hein. Effectivement, alors. Sur les bords. Non, les Diola et les lébous sont des sérères. Alors, je disais tout à l'heure, papa Ousmane Diouf, il est entrepreneur social et président fondateur du mouvement NTJ, nouveau type de jeunesse. Nouveau type de jeunesse, je pense que ça veut tout dire. Hein. Oui. Il plaide pour un meilleur engagement des jeunes, donc pour un meilleur devenir de la cité. Aujourd'hui, en 2024, j'allais dire 2023, en 2024, comment trouvez-vous l'engagement des jeunes sénégalais autour des thématiques porteuses qui peuvent amener le pays à franchir un cap dans son développement? Ok, je crois qu'actuellement, le monde confronte à d'énormes défis et on ne peut pas accepter la jeunesse. Actuellement, la jeunesse ne doit pas être un fardeau, mais un atout pour le développement de notre pays. Parce qu'il parle de développement, parle de jeunesse. Et là, au Sénégal, on a assez de jeunes. Et il doit participer sur le développement de notre pays. Sur ce, on a proposé NTJ. Et avec NTJ, on est prêt à construire un jeune qui va participer sur le développement de ce pays. Et nous devrons être dans les instances de décision, voilà, intégrés et participer sur le développement de notre pays. À travers cette association qu'on a créée depuis 2020, dont la maison mère se trouve à Tivaouane-Peulh, voilà, et on travaille avec 4 commissions, dont on ne peut pas faire une activité qui sort l'une de ces commissions, sont la commission éducative et de la formation. Et on ne peut pas concevoir un nouveau type de jeune qui n'a pas d'éducation, ni de formation, ni de métier, ni de spécialisation. Sur ce, on organise souvent, et pour répondre à cette question, on a des programmes, comme le programme un TJ, une formation. Donc, si tous les jeunes, ou bien si la jeunesse sénégalaise est bien formée, donc il pourra aussi participer sur le développement de notre pays. Et pour répondre à votre question sur ce point, et on a aussi une commission environnementale. Et la question environnementale dont vous venez de discuter tout à l'heure fait partie des questions les plus difficiles à régler dans ce pays. Et on peut régler qu'avec la citoyenneté, le civisme. Donc, sur ce aussi, on organise des séances de développement personnel, de leadership, de civisme et des clubs, des clubs environnementaux pour partager avec les enfants. Et à travers la sensibilisation, je crois qu'on pourra, Inch'Allah, atteindre cet objectif. Et aussi, il y a la commission socio-économique, dont on fait du social et de l'économie. Voilà. Partager, aider les gens, s'entraider et pour enfin voilà, avoir un cadre de vie mieux. Alors, allez-y. Combien de jeunes regroupez-vous au sein de votre mouvement? Voilà, actuellement, on est plus de 250 jeunes. D'accord. Mais je ne peux pas vous donner le nombre exact vu qu'on a de nouveaux membres et on a aussi une nouvelle cellule à Angoy qui se trouve à Bambey dans la région de Diourbel. Donc il serait difficile de donner le nombre exact. Voilà. Mais vous sentez quand même aujourd'hui cet intérêt, cette envie des jeunes Sénégalais à s'engager pour le bien-être collectif, commun, pour la cité, hein,
cette citoyenneté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous la sentez, cette envie-là? Oui, je le sens, mais je ne dirais pas que c'est pour toute la jeunesse. Parce que si tel était le cas, on ne sera pas là pour parler de nouveaux types de jeunesse. Donc si on parle de nouveaux types de jeunesse, c'est parce qu'on veut sensibiliser les jeunes qui ne sont pas ces voix. Donc c'est pour cela qu'on a décidé aussi de les tendre la main. Et on avait tendance à voir que la jeunesse est trop critiquée. On nous critique et ça ne peut pas régler le problème. Pourquoi, selon vous, on vous critique tant? Voilà, bon, peut-être à travers les habitudes et leur façon de faire, tout ça, mais ce n'est pas toute la jeunesse. Voilà, ce n'est pas toute la jeunesse. On nous critique, mais ça ne devrait pas se passer comme ça. Donc l'initiative, c'est de faire comme NTJ. On a constaté qu'il y a un fléau. On a constaté qu'il y a un fléau, peut-être qui n'est pas bon pour la jeunesse. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire exactement? On doit trouver des solutions. Donc, la jeunesse doit être solution. Maintenant, je sens de l'engagement sur certains jeunes. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de startups. Il y a beaucoup de jeunes qui sont engagés pour le développement de leur pays. Quand on discute avec eux, quand tu discutes avec certains jeunes, tu le ressens. L'envie de réussir, l'envie d'aider la famille, l'envie de voir le Sénégal devant, l'envie de voir le continent même d'Afrique devant, meilleur continent. Maintenant, pour réaliser une telle rêve, je crois qu'on doit regrouper toute la jeunesse, on doit regrouper toute la société, parce que comme on le dit souvent, la société a besoin de tous ces éléments pour sa construction. Et on ne peut pas faire cela en acceptant la jeunesse. Et pas une part de la jeunesse, mais toute la jeunesse sénégalaise. Et ça demande l'implication de tout le monde, les politiques, les organisations, voilà, les collectivités locaux, tout. On a besoin de tous les éléments pour avoir ce nouveau type de jeunesse pour le développement exécutif de notre pays. Donc, selon vous, l'engagement n'est pas que politique. On peut s'engager également autrement, quand on est jeune. Oui, pour le devenir de son pays, ce qu'on est en train de faire, on peut de dire sa communauté, en posant par exemple de petits actes, voilà, prendre soin de son cadre de vie. C'est ça. Voilà, je ne sais pas, organiser des séances de perfectionnement pour ses petits frères et ses petites sœurs. Comme on est en train de le faire. Ça peut commencer ainsi. Comme on est en train de le faire. Parce que dans le domaine de l'éducation et de la formation, vous habitez à Tuampel, vous connaissez ce qui se passe là-bas. Et on a constaté que la déperdition scolaire. Hein, voilà, les jeunes filles souvent quittent l'école très tôt. Maintenant, et certains d'entre eux, il y a des réalités. Voilà. Peut-être ce n'est pas de leur avis. Et pour cela, nous aussi, on doit être solution. Donc, on organise des formations en pâtisserie pour les donner une autre chance. Et on est avec notre 8e promo. Et ce sont des formations bootcamp 100% pratiques. Donc, toujours les mains dans le pâte. Voilà. Et ces jeunes aujourd'hui travaillent, puisque l'Agrose n'est pas loin de nous, c'est facile pour nous de trouver des espaces. Il y a même certains qui sont maintenant des chefs pâtissiers avec des formations de 6 mois. Dans le domaine du numérique, on a un club du nom de NTZ Intelligence. Vu que les clubs, on a constaté qu'il n'y avait pas une grande différence entre les clubs de sciences et les cours de renforcement. En cours de renforcement, on ne fait que maths, PC, SVT. Club sciences, maths, SVT, PC. Et avec notre système éducatif, je crois que ce qui est plus facile en physique, c'est de faire un mélange homogène, hétérogène, décantation pour les séparer. Et on ne l'a jamais fait. On ne faisait que les dessiner sur les cahiers. Jamais de pratique. Oui, jamais de pratique. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous? Avec Intuition Intelligence, on met les enfants dans l'action. On fait les cours en informatique avec eux, comme tout ce qui est Arduino, qui parle de Arduino, parle de robotique et automatisme. Donc, on fait des réalisations et des expositions sur ce. Voilà, on fait les algorithmes. Parce que, bon, il y a certaines matières, on ne le fait qu'après le bac, par exemple. Et nous, ce que nous faisons en tant qu'étudiant en licence 1, on a constaté ou bien on a compris maintenant qu'un élève de 3e peut le faire. Et ça passe vite. Ça passe vite avec les enfants. Voilà, ils l'aiment déjà, ils jouent avec les kits Arduino, ils réalisent des poubelles automatiques, des barrages automatiques, des villes intelligentes installées avec Arduino. Donc tout est automatique. Je crois que peut-être on aura l'occasion de vous montrer tout ça, ce que les enfants font avec l'Arduino, l'intelligence artificielle, tout ça. Mais cela doit vous faire... Mais bien sûr, mais qu'est-ce que cela vous inspire, Ousmane, quand vous voyez des jeunes Sénégalais aussi engagés qui sont là vraiment dans l'action, oui, dans l'action, et qui aident leur communauté à se relever. C'est rassurant et ça se voit. Au fait, cette jeunesse sénégalaise, c'est vraiment une jeunesse très ambitieuse. Le problème qu'il y a, c'est qu'il manque juste vraiment un accompagnement. Et puis, malheureusement, les efforts sont... il n'y a pas un équilibre dans l'investissement, par exemple, si je prends l'exemple du Sénégal sur le territoire national. Moi, je soutiens énormément le foyer de Ségou, qui est vers Kédougou, où des jeunes
mais qui ont envie d'apprendre parce qu'ils se réveillent à 4 heures du matin. Ils traversent le parc pour aller à l'école. Vous voyez, c'est incroyable. Et ça existe. On est au Sénégal. Hein. Donc, voilà. Pied, ils le font à pied? Voilà, ils le font à pied, aller-retour. Donc, du coup, avec justement la personne qui a initié ce projet, donc on a construit un foyer à Ségou pour permettre aux jeunes de pouvoir rester, par exemple, à l'école pendant une semaine et rentrer le vendredi, voilà, le week-end et revenir. Donc, voilà, ces jeunes-là, aujourd'hui, ils sont en train de faire des résultats extraordinaires parce qu'ils savent que le seul levier de réussite qu'ils ont, c'est l'éducation. Donc, ils prennent sur eux, ils font des kilomètres et traversent le parc national avec les risques qu'il y a à pied. Donc, voilà, moi, je dis chapeau vraiment à mon Sérère. Tu fais partie, en tout cas, des valeurs Sérère. Un Sérère, voilà, qui... Mais voilà, quand même, je ferai de toi mon esclave, quand même, quoi qu'il arrive. Et je vous encourage. Et franchement, si je peux apporter un soutien, en tout cas dans le domaine de l'éducation, moi, c'est ça qui m'intéresse, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'art, je suis vraiment à disposition. Les merveilles des rencontres de Kenkeliba. Voilà. Après, voilà, je vous donnerai les links avec. C'est ça. Voilà, exactement. Allez-y. Non, mais je pense que c'est à saluer, c'est à féliciter. C'est-à-dire que des jeunes qui s'engagent pour ne serait-ce qu'accompagner leurs jeunes frères, parce que c'est un mentorat dont les jeunes ont besoin, en fait. C'est-à-dire que le sortir d'un environnement et leur proposer des actions sur lesquelles ils peuvent avoir des connaissances et une certaine valeur ajoutée dans leur pratique quotidienne, en fait. Et je pense que je voulais juste lui demander, dans sa casquette, j'ai dit politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, il y a NTJ et politique. Donc, ce sont deux organisations différentes. Voilà, politique, c'est polyéthique. Qui renvoie aux technologies, poly et politesse. Donc, c'est une organisation, je lui salue de passage, le cofondateur, M. Tchandé Kébé, donc qui est le président, et président fondateur, oui. Politique, c'est une organisation qui est similaire à NTJ et on est en train de travailler en collaboration. Donc, eux, ce qu'ils constatent, voilà, ils pensent que si on a une jeunesse très polie, et si on parle de politesse, c'est la jeunesse, un jeune leader, un jeune mature, un jeune bien éduqué, un jeune qui est prêt, un jeune modèle. Donc, et si on investit aussi dans l'éthique, les technologies, je crois qu'on pourra atteindre notre objectif à travers politique. Alors, comme on parle de politique, bon, mais autrement, bien sûr, la racine reste polie, hein, donc la politique. Mais alors, est-ce qu'il y a des craintes quand même à ce qu'un jour que le mouvement soit détourné également à des fins politiques? Hein? Oui. Parce que pour que ça soit sain, il faut vraiment que ça reste apolitique. Pour que tout jeune, quelle que soit son obédience politique également, puisse venir et servir son prochain. Je crois que nous, on ne peut pas être politique. Parce que la politique, elle n'est pas mauvaise en soi. C'est ce que je voulais te dire. Du tout. Non, mais ça, c'est ce que je veux. Ce que je veux dire, c'est en fait, on a noté que beaucoup de mouvements du genre, souvent, au tout début, vraiment, finissent par être captés par une chapelle politique. Et là, dès que vous le faites, vous perdez ce qui faisait un peu votre force. Je comprends. Voilà, vous voyez. Je crois que ce qu'on est en train de faire déjà, c'est de la politique. Parce que dès qu'on essaie à trouver des solutions pour régler les problèmes de la cité, on est en train de faire de la politique. Mais je crois que nous, on ne peut pas être politique. Parce que dans NTJ, il y a des jeunes de l'APR, il y a des jeunes de PASTEF, il y a des jeunes de Réumi. Donc, voilà. C'est bien de préserver cette diversité. Voilà. Si on doit faire quelque chose qui concerne la population, là, on se regroupe. Si ce sont les moments de politique, chacun, voilà. Je pense que ça, c'est la base. C'est-à-dire que quelle que soit votre obédience politique, vous devez être amené, quand il s'agit d'une cause communautaire et d'une cause sociale, de vous engager. Après les moments de débat politique, comme les Sénégalais l'aiment, parler de tout et de rien, de faire divers, franchement, ça qu'on est libre, quoi. Tu en sais quelque chose, hein, au niveau de Mbao, je sais que tu... Non, mais tu sais... Pour la jeunesse de Mbao. Ouais, mais non, moi, tu sais, c'est comme AB, hein, j'attends que les gens viennent me prendre, mais les trucs sont lancés. Hein, en tout cas, félicitations à vous, Ousmane Diouf. Merci et bon vent pour justement tout ce que vous faites autour justement de cette jeunesse, de ce nouveau type de jeunesse. Alors, Aline Badara Kane, on redonne la parole à Ousmane. Voilà, Ousmane Dia, donc, qui va clôturer l'émission de ce mercredi. Avec son exposition en grandeur nature hein, qui aura lieu, donc qui démarre demain. Le vernissage, c'est déjà demain, c'est pour pratiquement 2 mois, 1 mois et demi. Et Black Requiem, il s'agit vraiment d'honorer, de célébrer le peuple noir. Mais dans vos œuvres, dans vos créations, vous êtes inspiré de quelle figure noire, par exemple? Quelles sont ces figures-là, peut-être, qui ont été votre muse?
dans ce travail-là? Bon, de plusieurs figures, mais il faut dire que, comment dire, la première figure, en tout cas, qui a impulsé, qui est à l'origine de ce projet, c'est George Floyd. Black Lives Matter. Voilà. Mais donc, il y a aussi, comment dire, Rosa Parks. Voilà, qui est sur l'affiche d'ailleurs de l'exposition. Donc, voilà, son pied sur ce qui a refusé de céder son siège dans un autocar public. Et puis voilà, Nelson Mandela. Voilà, il y a beaucoup de figures africaines. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que, au fait, quand on parle de la restauration de la dignité humaine, au fait, c'est pas que la dignité noire, c'est vraiment la dignité humaine avec un grand H. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, si on peut prendre l'exemple de Gaza et d'Israël, moi j'ai le cœur meurtri parce que j'ai des amis, de très grands artistes des deux côtés. J'ai été invité en Israël, j'ai été invité en Palestine. Et pourtant, les artistes palestiniens, israéliens, si vous vous souvenez, j'avais organisé un projet TGD où je les avais invités. Donc, ces artistes se rencontrent, ces artistes échangent, ces artistes se ressemblent, ces artistes dialoguent. Donc, des fois, c'est le côté politique qui vient un peu semer le désordre dans tout ça. Donc, j'ai une pensée à toutes ces personnes et c'est pour ça que c'est vraiment un plaidoyer pour la restauration de la dignité humaine dans sa totalité. Parce qu'il faut dire aussi que, par exemple, en Afrique aussi, il y a des Blancs qui sont victimes de racisme. Et ça aussi, c'est des choses à dénoncer. Donc, c'est pour ça que je parle vraiment de la restauration de la dignité humaine. Alors, c'est à partir de demain, où exactement? Demain, à la Galerie nationale de Dakar, le vernissage est dès 17h. Donc, il y a toutes les autorités, en tout cas sénégalaises, ont été invitées, la majorité. Vraiment, mon frère Sidiki Kaba, le ministre de l'Intérieur, que je salue au passage, le président Macky Sall a été invité, le Premier ministre aussi a été invité, ma sœur Aminata Touré a été invitée. Moi, je suis l'ami de tout le monde, donc j'invite tout le monde. Et c'est vraiment une exposition ouverte où les gens se rencontrent. C'est comme en 2018. Donc, des gens qu'on n'aurait jamais imaginé se rencontrer, se sont rencontrés, ont échangé autour d'un verre, autour d'une œuvre. Et comme disait justement, comment dire, ce philosophe Emmanuel Kant, qui disait que l'art est, comment dire, est l'image de la démocratie. Effectivement. Parce qu'on peut avoir, comment dire, des conversations sans fin devant une œuvre d'art, tout en sachant que personne n'aura le dernier mot. Et donc, c'est vraiment un environnement favorable au dialogue, au pardon et aux échanges. Merci beaucoup, merci Ousmane Dia. Rendez-vous demain au niveau de la Galerie nationale, c'est en ville, à partir de 17h. Merci à vous, Ousseynou Diouf. Et puis j'ai un petit présent suisse, comme vous, comme d'habitude. C'est gentil. C'est des chocolats. Merci pour ce présent. Merci beaucoup. La prochaine fois, ce sera les Swatch, les montres Swatch. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. On va essayer de vous faire parvenir un bout de chocolat. Sincèrement, on va le déguster pour vous. Merci d'avoir suivi votre matinale Kinkeliba. Merci à Lune Badareka de m'avoir accompagné. Merci Mamadou Diagne de m'avoir accompagné ce matin. Kinkeliba. Which makes me know where we's alive.